Salut à tous. Alors aujourd'hui donc on démarre notre petit café live sur la consommation. Je vous laisse venir et je vous mets une petite vidéo, une vidéo d'introduction donc voilà, le temps que vous arriviez sur la première conférence sociale qui a eu lieu en janvier 2019 à Bastia, au théâtre de Bastia en Corse. Voilà, c'était suite au mouvement Gilets jaunes. Et je suis rentrée dans ce mouvement-là justement pour essayer de mélanger le vert et le jaune. Pas de priorité entre l'environnement et la précarité. Et donc voilà, j'avais fait une petite intervention que je vais vous montrer. Ça dure 58 secondes, donc c'est vraiment pas très long. Et après, on lance tout ça. On va faire donc comme ça. Voilà. Je pense que là, ça ira. Dites-moi si on entend bien. Le pouvoir d'achat, c'est une chose, mais ça ne vient pas comme ça quand on décide. Donc, quelques chiffres pour vous donner. À l'heure actuelle, en Corse, on consomme 6% de ce qui est produit en Corse. C'est-à-dire que 94% vient par un bateau. J'apprends rien à ce que la plupart, j'imagine. Il faut savoir aussi que sur un prix, 40 à 60% du prix, c'est la marge de la grande surface. 30% du prix, c'est la marge du transporteur. Ça veut dire que 70 à 90% du prix vont dans la poche de ces deux bonhommes-là. Comment on fait concrètement pour refaire basculer le pouvoir d'achat dans notre poche? Parce que moi, je suis mère de famille également. 4 enfants, c'est quand même pas évident tous les jours. Comment on fait pour récupérer notre utilité? Comment on fait aussi pour récupérer notre pouvoir d'achat? Il faut produire. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça pour pouvoir inverser les choses. Si on arrive à produire localement, on arrive à redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs et aux producteurs locaux. Voilà, donc petite vidéo d'introduction. Je vais repasser de l'autre côté. Donc voilà, là aussi c'est français, ça s'appelle. petite vidéo d'introduction donc par rapport à voilà, au travail que j'ai essayé d'introduire au sein des commissions Gilets jaunes. Ça a duré plusieurs mois, à peu près 3 mois, où on s'est vu tous les 15 jours. L'idée, c'était de vraiment mettre en place cette transition écologique et citoyenne et travailler en bonne intelligence avec aussi bien nos responsables que... Attendez, je vais essayer de voir si... Bon, il est un peu cassé mon écran, alors je sais pas si on voit bien l'image. Mais donc voilà, d'essayer de travailler en bonne intelligence avec tout ce mouvement des Gilets jaunes et les institutions. Donc il y avait aussi bien les représentants de la chambre de la CDC Corse, quoi, la collectivité de Corse. Il y avait tous les représentants de la grande distribution, pétrole et distribution alimentaire, les supermarchés. Donc ça n'a pas donné grand chose parce que dès le départ on nous a imposé un protocole et une fois qu'on avait validé le protocole dont on n'a pas trop eu la possibilité de discuter, parce que bon c'était assez rodé quoi, on vous écoute mais en fait on changera pas grand chose hein. Donc je vous la résume en quelques mots puis on passe à autre chose. En gros donc on s'est vu tous les 15 jours, 2 heures en début d'après-midi pour parler de la grande distribution alimentaire, 2 heures juste après pour parler de la grande distribution d'énergie, du pétrole, comment faire baisser les prix à la pompe. Et donc, ma tête, ouais, je suis pas encore tout à fait caféinée et prête à partir. Je vous raconterai aussi ce que je vais faire aujourd'hui. J'avais prévu de faire le live directement à Saint-Florent, mais je vais bouger après. C'était plus simple de dormir chez moi et préparer tranquille. Bref, donc... 3 mois de discussion avec un protocole qui, voilà, n'était pas là pour faire avancer le schmilblick, mais surtout pour, voilà, nous donner le sentiment qu'on avait discuté avec nous, qu'on nous avait écouté, mais un peu comme, comment dire, Coluche disait, voilà, expliquez-nous ce dont vous avez besoin et nous vous expliquerons comment vous en passer. Donc en gros, 3 mois de discussion où j'essayais de mettre en avant un maximum, voilà, bah, c'est le printemps bientôt, occupons-nous de produire localement et tout. Et bon, la plupart des responsables Gilets jaunes qui étaient là, eux, c'était non, non, nous, il nous faut tout de suite quelque chose, on veut du résultat tout de suite, tout de suite. On continue de discuter, de respecter le protocole et on essaye de faire baisser les prix sur un panier moyen. Donc, le seul truc que ça nous a accordé, ces discussions-là, c'était donc d'introduire les produits leader price.
dans les supermarchés, géants casino et faire un panier moyen. Donc avec de la nourriture, on a essayé de choisir un peu les produits, mais en gros, non, on nous a imposé des tarifs intéressants peut-être. Hein, peut-être le panier moyen coûtait moins cher. Mais voilà, au niveau de la qualité, pas du tout quelque chose d'intéressant au point de vue, voilà, pas d'additifs, pas de pesticides, tout ça, voilà, limiter les perturbateurs endocriniens, tout ça, c'était pas du tout au programme. Et surtout pas renforcer la production locale, parce que bien sûr, c'était des produits pour la plupart importés. Pour terminer là-dessus, donc on a eu l'intervention aussi, je tiens à le souligner, parce que de tous les supermarchés qui étaient présents, le seul qui a refusé de signer les accords de la convention citoyenne, c'était donc les supermarchés Leclerc, parce que donc leur représentant, le directeur du Leclerc d'Île-Rousse, a très bien précisé que c'était une arnaque, qui refusait de participer à ça, parce que ça allait tenir quelques mois, on allait faire une opération de com, mais que derrière, les supermarchés, une fois que l'effet d'annonce serait passé, seraient tout à fait en capacité de ne plus mettre dans les rayons les produits avec un avantage et un avantage sur le prix, et que les gens voilà, passeraient à autre chose et continueraient d'acheter ce qu'on leur propose. Donc il avait tout à fait raison, hein, parce que les produits à l'heure actuelle, 2 ans après, on les retrouve plus en supermarché. Hein, vous ne trouverez plus les petites étiquettes avec les gilets jaunes dessus, panier moyen du consommateur. Donc voilà, 2 ans après, 3 mois de discussion, on peut constater largement que rien n'a changé. Le pétrole est maintenant au-dessus de 1,50 € pour le samplon, et pour le diesel, et encore plus pour le samplon. Donc voilà, comment on fait concrètement pour essayer de réduire les coûts, et de faire en sorte que vraiment les tarifs soient plus intéressants. Il y a des tas de solutions, mais force est de constater que c'est pas avec nos dirigeants qu'on va pouvoir réfléchir ça sereinement. Voilà, il y a beaucoup trop d'enjeux, beaucoup trop d'intérêts financiers, des intérêts financiers colossaux. Et le problème, c'est qu'en Corse comme ailleurs, hein, voilà, c'est les dirigeants des grandes sociétés qui dirigent le politique, et si on porte atteinte à leurs intérêts, forcément, on rencontre des difficultés à pouvoir mettre en place des projets d'intérêt public, quoi, des projets autour de l'intérêt commun. Donc la monnaie locale, c'est pareil, c'est quelque chose qui aurait pu nous aider à avoir une consommation plus tournée vers le développement local. Et on remarque voilà, qu'il y a eu 2 ans de négociations et qu'on n'a pas réussi, les Corses, à imposer la volonté de la majorité, quoi. C'est toujours des projets qui sont phagocytés, parce que voilà, il y a le bien-être d'une minorité à préserver, et donc on passe à côté de choses essentielles au développement, à un développement soutenable et intéressant, aussi bien pour la nature et les hommes qui habitent notre territoire. Donc comment faire pour sortir justement de ce pessimisme ambiant, de toutes ces contrariétés, de ce sentiment d'impuissance généralisé? Comment on peut reprendre le pouvoir sur nos vies, nos envies, tout en créant des emplois chez nous, et de l'intérêt aussi bien donc au niveau des prix comme de la qualité des produits que nous mangeons? C'est l'objectif donc de cette discussion de ce matin. Donc je vais passer, là c'était la petite introduction, je vais passer au développement. N'hésitez pas donc à partager ce live, à poser vos questions. Si vous-même vous avez des projets autour de l'autonomie alimentaire, de la consommation, de la distribution, autour de la gestion des déchets, comment avoir voilà, un commerce qui soit plus tourné vers ces valeurs, ça fait partie aussi de tout ce que nous développons au sein de Bouge ta citoyenneté. C'est-à-dire qu'on fait du conseil aussi aux entreprises,
l'idée, c'est que derrière, avec un maximum de participation des commerces, des artisans et de différentes petites structures indépendantes, on arrive à proposer voilà, une démarche zéro déchet. Je sais que la démarche zéro déchet, ça fait peur, hein, parce que on se dit oulala, c'est trop restrictif, c'est trop de travail, etc. Pas du tout, pas du tout. C'est un peu compliqué à mettre au début, mais à partir du moment où on a la volonté et des bons conseils, on peut petit à petit, étape par étape, trouver des solutions qui ne coûtent pas beaucoup plus d'investissement. Au contraire d'ailleurs aussi, parce que voilà, c'est un gain de temps une fois que c'est mis en place. Et puis c'est un gain économique très intéressant aussi. Donc l'idée en faisant ces conseils, en portant ces conseils aux entreprises, c'est aussi de les aider à être mis en réseau avec des consommateurs qui veulent aussi consommer dans des commerces plus responsables. Donc au fur et à mesure, on mettra en place via notre petit média une carte de géolocalisation de tous ces commerces qui font des efforts et qui ont une conscience voilà, éco-responsable, citoyenne. Donc c'est comme une espèce de un guide Michelin des entreprises justement qui, qui se mettent, qui se positionnent dans ce cadre-là de la transition écologique et citoyenne. Donc à terme, ça peut devenir une monnaie locale. Déjà un label de qualité, un label de confiance pour le consommateur. Merci Eve pour ton petit commentaire. Bravo la Corse. Écoute, on est très en retard, hein, nous en Corse. Hein. Moi, je répands ces idées-là, mais on reste encore beaucoup dans la théorie et très peu dans la pratique. Après, voilà, le fait déjà d'en parler, c'est une première étape, parce que c'est sûr que le premier point de départ, c'est d'être un maximum convaincu pour réussir à être convaincant soi-même et petit à petit propager ses idées afin qu'on ne puisse plus faire autrement que de les mettre en place. Donc l'idée donc autour de l'alimentation, c'est de créer une coopérative de consommateurs, donc des gens qui participent aussi bien à la faisabilité donc d'un groupement d'achat solidaire en choisissant donc les produits tous ensemble. On participe donc en achetant une part de cette coopérative. Dans un premier temps, ça peut être une association qui gère ça sous forme d'un groupement d'achat solidaire. Mais à terme, dans un délai raisonnable, à moyen terme, nous voulons créer une SKIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Une SKIC, c'est encore plus avantageux qu'une SCOP ou qu'une association. C'est un peu le mélange des deux. Parce qu'on peut faire adhérer à une SKIC aussi bien une entreprise, une association, une collectivité ou une personne lambda, un particulier. L'idée, c'est que pour la SKIC, on puisse travailler en bonne intelligence entre ce réseau associatif, entrepreneurial et de consommateurs, et aussi des institutions, pour travailler en bonne intelligence autour de cette question de l'autonomie alimentaire, de créer des ceintures alimentaires autour des villes, des villages, travailler donc avec les collectivités pour pouvoir aussi proposer ce réseau de produits sains et pas chers aux collectivités, tout ce qui est cantine scolaire, EHPAD, etc. Donc il faudrait pouvoir réussir comme ça à avoir aussi bien des épiceries qui distribuent les produits, épiceries indépendantes, que un réseau justement de mise à disposition pour les cantines collectives. Donc ça passe par plusieurs points. Nous, pour mettre en place le projet, nous avons travaillé avec, je vous le mettrai en lien, il faut que j'y pense, le guide méthodologique justement du groupement d'achat solidaire. C'est édité par le réseau Nature et Progrès Aube ou Aude, je sais plus, je crois que c'est l'Aube avec un B. Donc il est très bien fait, je vous invite, il est libre de droit sur internet en PDF. Vous tapez le guide méthodologique du groupement d'achat solidaire Nature et Progrès et vous allez tomber dessus. Bravo les guerrières de lumière pour le monde d'aujourd'hui et de demain. Bah écoute, il y a aussi des guerriers, hein. On est quand même quelques-uns. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais aller voir un résistant qui
qui se trouve en Corse. Je crois que c'est toi, Eve, qui m'avait envoyé ce petit documentaire de Brut, justement sur un autochtone qui vit du côté de Saint-Florent en Corse, tout au bout d'une plage désertique, enfin, sauf en été, mais en fait pour y aller, il y a soit faut avoir un 4x4 et faire une longue piste, soit faut y aller directement en bateau, et c'est assez isolé. Et je vais passer 1 ou 2 jours comme ça pour essayer de me ressourcer, puis échanger avec ce monsieur qui est un grand philosophe dans l'âme sans le savoir, donc Joe de la plage du Laude. Donc voilà, je vais partir après ce live, c'est pour ça que je vais vous laisser à 8h30, on va pas trop déborder ce matin. Et donc après je vous ferai un petit live dès que j'arrive à Saint-Florent et que je monte sur le bateau, ça va être sympa. Donc voilà, un peu d'échange et puis surtout essayer de voir tout ce qu'on peut faire avec voilà, des hommes qui ont fait le choix justement d'aller vers ce retour à la nature. On n'est pas obligé d'être dans un retour à la bougie, hein. Il a quand même tout le confort ce monsieur, on va voir un peu comment il vit au quotidien. Et puis voilà, moi je suis à l'affût comme ça de toutes les personnes qui décident de couper avec ce monde de surconsommation, ce monde qui va trop vite, qui nous mène droit dans le mur, qui crée des dépressions. J'entendais hier à la terrasse d'un café, il y avait un monsieur qui parlait à une autre table avec, de façon assez animée et qui disait mais comment c'est possible des adolescents en dépression, mais n'importe quoi, ils font du chiquet, de machin, de trucs. Et vraiment il était dans l'espèce d'indignation voilà, d'adolescents qui pourraient se permettre d'être en dépression, mais aucunement dans la remise en question justement de quel est ce monde qui fait que des adolescents en pleine force de la vie, enfin des jeunes qui devraient être justement tournés vers la vie, la joie, etc. Comment ils pouvaient être en dépression. Et moi ça m'a fait bizarre. Alors ce jeune en plus qui parlait est assez connu, il fait des lives où il s'exprime beaucoup justement, surtout on reste dans la polémique de l'enfer c'est les autres et comment ça se fait que les gens soient comme ci, les gens soient comme ça, comme si nous on était coupés des autres en fait, nous-mêmes, parce que moi je suis désolé, les gens c'est mes voisins, c'est mon frère, c'est mon collègue de boulot, mon patron, la mère de famille qui emmène son fils à l'école dans la classe de mon enfant. Enfin, on est tous les gens en fait. Et si on se dissocie comme ça les uns des autres, et ben on laisse toujours la place enfin c'est diviser pour mieux régner, hein. Je suis désolé, comment on en arrive là, c'est très simple, hein. Si vous étudiez un peu les penseurs des années 80-90, Bourdieu par exemple a fait une très bonne analyse sur la télé, j'en parle souvent, hein, Pierre Bourdieu. Comment on en arrive là? Ben, très peu d'autres sons de cloche, toujours une même pensée unique, qui fait qu'on croit qu'il n'y a pas d'autre solution, et qu'on s'enferme justement dans cette espèce d'obligation de réussite sociale au travers de sa consommation, et non au travers de ses actes, de comment on se comporte dans la vie, comment on éduque ses enfants, comment on gère au quotidien son impact sur la planète. Voilà. C'est vrai que quand vous êtes dans une démarche zéro déchet, par exemple, c'est ça l'objectif. Comment, de toute la journée, refuser un maximum de produire des déchets. Donc, il y a le haut de l'iceberg, hein. Faut être conscient de ça, hein. C'est la poubelle en elle-même, c'est le haut de l'iceberg. Tout ce qu'on ne voit pas en dessous, la partie submergée, elle est beaucoup plus importante que notre simple poubelle. C'est-à-dire que au-delà de ça, il y a tout le transport pour vous amener de la matière première jusqu'aux produits transformés, jusqu'au supermarché. Je crois que par exemple un kilo de tomates, par exemple, surtout s'il a été transformé, je crois qu'il a en moyenne il a traversé 8 pays et je sais plus combien de kilomètres, mais c'est dans le bouquin Famille Zéro Déchet où il vous explique tout ça. Donc c'est un transport, c'est de la transformation dans des usines. Voilà, il faut extraire la matière première, hein, parce que pareil, hein, quand vous voyez 1 kilo de tomates, y a aussi l'essence qu'il a fallu pour le tracteur, par exemple, si c'est de la grosse production.
Il faut compter les litres d'eau impressionnants. Et c'est encore pire pour la viande, c'est encore pire voilà, quand on parle aussi de plastique biodégradable, hein, à base de fécule de maïs, c'est pareil, hein. Où est-ce que c'est produit, comment c'est produit, avec quels pesticides, et puis toute l'eau qu'il a fallu pour pouvoir voilà, faire pousser du maïs, sans doute OGM, la transformation de tout ça, qui de toute façon inclut aussi du pétrole, hein, faut pas se leurrer, dans le plastique biodégradable, évidemment, il y a quand même du plastique, voilà, vous pouvez pas le manger, vous pouvez rien en faire, hein, et ça se dégrade en microparticules qui, de toute façon, restent dans la nature, voilà. Peut-être qu'elles sont un peu moins dangereuses que les autres microparticules, peut-être qu'elles se dégradent en toutes petites microparticules plus vite, mais ça reste, voilà, ça reste. Rien ne se perd, tout se transforme. Lavoisier, on a tous appris ça au collège, pour ceux qui ont eu la possibilité d'aller au collège. Donc, comment on fait pour inverser tout cela? Donc, cette histoire de groupement d'achat solidaire, de coopérative alimentaire, de consommateurs, il y a déjà énormément d'exemples qui fonctionnent comme ça un peu partout en France. Il y a une trentaine de supermarchés coopératifs, si ce n'est pas plus. Donc l'idée du supermarché coopératif, c'est un lieu comme un vrai supermarché. Vous avez Scopelli à Nantes, vous avez la Louve à Paris, vous avez plein d'exemples. Super Quinquin à Lille, il y en a un à Toulouse, il y en a un à Marseille, vous en avez de plus en plus en plus. Donc c'est un supermarché comme un vrai supermarché, sauf que vous êtes copropriétaire du supermarché. Il n'y a que les clients qui sont copropriétaires du supermarché qui peuvent y aller. Alors nous on s'adapte là-dessus en Corse, mais on ne va pas fonctionner tout à fait comme ça. Je vous expliquerai pourquoi, parce que il faut absolument être aussi raccord avec son territoire, comment est dispatchée la population. Donc nous c'est pas possible de faire un seul lieu de distribution. On est trop étalé sur même si l'île n'est pas super grande, on est trop étalé, on peut pas faire 300 km pour faire ses courses. Donc voilà, je suis allé visiter celui de Nantes, Scopelli, 2000 membres, à peu près maintenant 2-3 années de fonctionnement. Du vrac, beaucoup de vrac, il y a quand même du plastique, mais tout ça se choisit justement avec l'ensemble des consommateurs. Moi personnellement, dans le projet, je participe à rédiger la colonne vertébrale de ce projet. Il y aura des choses qui seront négociables, il y aura des choses qui ne seront pas négociables. On va verrouiller la colonne vertébrale pour être sûr de justement ne pas avoir aucun plastique, pas de tolérance sur le plastique. Ça fait partie des notions de l'essence même de cette coopérative. Donc voilà, il y a des supermarchés qui sont un peu plus tolérants là-dessus. Moi, l'idée c'est d'arriver vraiment à un truc voilà, le plus cohérent dès le départ. Après, on peut réfléchir à tout un tas de choses, hein. Quel choix de produits, par exemple, je sais pas, des noix de pécan vendues en vrac, quelle façon de produire, etc. Comment on pourrait essayer, dans un premier temps, de prendre des produits qui sont fabriqués sur le continent ou en Italie ou en France, mais le plus rapidement possible, trouver une solution pour produire directement chez nous. Parce que c'est vrai que sur une île comme la nôtre, on peut quand même produire énormément de choses. Et même si ça prend du temps, hein, ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais en tout cas, programmer maintenant pour arriver dans un délai de 3, 5, 7 ans, à avoir aussi un maximum de produits. Il y a par exemple des manguiers depuis quelques années qui poussent en Corse, qu'on va avoir des mangues de Corse. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir par rapport à des mangues exotiques qui sont acheminées par je ne sais pas quel cargo, avion, etc. Donc petit à petit, on peut réussir comme ça à s'approvisionner. Ça prend du temps, mais si on réfléchit à ça en bonne intelligence, ça crée des emplois qui redonnent du sens à notre économie, des emplois aussi qui pourraient être voilà, beaucoup plus valorisants, moins précaires. Si on arrive à générer un maximum de richesse, on arrive aussi à payer les gens correctement. Et puis si on arrive à faire baisser les coûts du panier moyen, pareil, les gens sont payés correctement, mais achètent moins cher. Donc forcément, ils y gagnent en pouvoir d'achat. Donc le fonctionnement du supermarché. Donc nous, l'idée, c'est de ne pas créer un seul espace, c'est d'essayer
de travailler avec les réseaux de distribution existants. Donc se tourner vers les épiceries indépendantes, les petites supérettes indépendantes, que ce soit dans les villages ou que ce soit au bord des routes. On a déjà lancé une épicerie à Porto Vecchio responsable, bon voilà, qui peine à démarrer sur le fonctionnement idéal qu'on se fait, parce que pour l'instant, il n'y en a qu'une, et c'est sûr que ce sera beaucoup plus probant quand on en aura déjà quelques-unes en plus. Là, on travaille sur celle de Bastia. J'en ai 6 autres en préparation, enfin en élaboration, entre Bastia et Porto Vecchio, ce qui nous ferait qu'il y en aurait 8 entre Bastia et Porto Vecchio. Donc toute, si vous voulez, la plaine orientale, toute la partie est de l'île. Ensuite, on a déjà commencé à travailler un peu le terrain avec Ajaccio, la Balagne, Corte aussi, et petit à petit, donc on arrive à faire quelque chose. À partir du moment où on en aura 5 ou 10 en fonctionnement, rapidement, ça pourra être de plus en plus mis en place, et on pourra mettre ça en place dans les villages et tout, parce que donc les coopérateurs participent à hauteur de 3 heures par mois au fonctionnement de la SCIC. C'est-à-dire qu'ils peuvent participer aussi bien à la production, c'est-à-dire effectuer 3 heures chez un de nos producteurs du réseau, participer au sein des réseaux potagers partagés de la coopérative, parce que on va acheter chez des producteurs, mais comme il n'y a largement pas assez de production, on va aussi avoir nos propres potagers, histoire de réduire les coûts et de faire en sorte que les coopérateurs puissent voilà, donner du temps aussi à ça. Les coopérateurs pourront d'ailleurs mettre à disposition leur espace vert, c'est-à-dire que voilà, sans contrat de signature de bail, etc. Juste une mise à disposition au sein de la coopérative. Tout ce qu'ils s'engagent à faire, c'est que s'ils veulent récupérer leur terrain, à tout moment ils peuvent le faire, mais ils nous laissent au moins un délai de 3 à 6 mois pour terminer de récolter les dernières récoltes. Et voilà. Et si on a planté des arbres et si on a mis en place des choses, c'est qu'une plus-value pour le propriétaire, et il garde l'arbre. Éventuellement, il peut nous accorder la possibilité de ramasser une partie chaque année, et le reste c'est pour lui, bien sûr. Donc voilà, on s'adapte aussi aux besoins de chacun, aux possibilités de chacun. Et si on a un maximum d'espace comme ça disponible, on arrive aussi à réduire les coûts comme ça. Et par exemple, dans un village, si quelqu'un laisse son potager, il est entretenu, une partie des légumes lui reviennent. Mais admettons par exemple la voisine qui serait coopératrice aussi et qui aurait juste un balcon, pas de jardin, elle pourrait effectuer ces 3 heures juste en dessous de chez elle dans son village, et sans avoir besoin de se déplacer dans les boutiques par exemple pour faire la mise en place du rayonnage, la caisse, le ménage, différentes tâches qu'on peut faire. Parce que voilà, parmi les différentes tâches à effectuer quand on est coopérateur, il y a donc produire, gérer les espaces de distribution ou l'acheminement d'un point A à un point B, réussir comme ça à faire transiter les commandes un peu partout sur l'île. Donc voilà, 3 heures de temps. Nous visons un objectif de 2000 coopérateurs. Chaque foyer coopérateur, on voudrait répondre à cet objectif. C'est-à-dire que en moyenne, une famille de 4 personnes, c'est à peu près 500 € qu'on va dépenser par mois dans un supermarché pour se nourrir. On voudrait réussir à répondre à ce budget avec donc même prix, même quantité, mais qualité bien meilleure. Et donc par rapport à ce qu'on trouve sur les commerces au niveau d'une bonne qualité, on voudrait répondre à cet objectif de moins 30% sur les prix, grâce au temps justement qu'on s'accorde entre coopérateurs. Donc c'est 3 heures, 3 heures bénévoles minimum, hein. Les personnes qui ont plus de temps à donner peuvent le faire, et ça ne pose aucun problème, parce que voilà, comme on est coopérateur et qu'on a une part dans cette société, on peut donner du temps sans que ce soit du travail déguisé ou quoi que ce soit. C'est tout à fait légal, déclaré et autorisé. Bon, je vois que vous n'avez pas trop de questions. Moi, je parle beaucoup, hein.
Mais peut-être vous avez besoin que je revienne sur certains points à éclaircir. N'hésitez pas à me demander ça. D'où ça vient ce projet par exemple, je vous invite à regarder l'excellent documentaire Park Slow Food. Le documentaire justement... salut Hervé, je vois qu'Hervé vient d'arriver. Le documentaire justement qui parle de ce supermarché coopératif, le premier au monde qui a été créé fin des années 70 à Brooklyn, à New York. Donc ils ont lancé cette aventure-là parce que justement à Brooklyn, l'accès aux fruits et légumes frais, c'était très compliqué, extrêmement cher. Et puis malgré les prix, bien souvent c'était pas si frais que ça. Donc à quelques habitants de Brooklyn, ils ont réfléchi à une solution de pouvoir répondre à ce besoin justement d'accéder à des fruits et légumes frais à des prix abordables. Et donc ils ont créé leur premier supermarché coopératif il y a 40 ans, hein, et ça a cartonné. Depuis, là, en 40 ans, ils ont racheté à peu près tous les hangars disponibles autour du premier hangar. Ils ont étendu au maximum. Ça fait une surface hallucinante de supermarché. Ils sont 15 000 membres coopérateurs sur la même grande surface. Ils peuvent plus accéder, ils peuvent plus prendre plus de monde que ça parce que ça a un tel succès qu'il y a des heures d'attente hallucinant à la caisse du supermarché. Pas des heures, hein, mais c'est un peu comme c'est un peu comme quand vous allez à Disneyland. Pour ceux qui continuent d'aller à Disneyland, hein. Parce que je sais bien que maintenant il y a un gros retour aussi là-dessus et bon, ce temps-là est un peu révolu. Mais en tout cas, voilà, il y a à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure d'attente à la caisse quand vous faites vos courses. Parce que voilà, c'est une énorme gestion, hein, c'est une énorme fourmilière. Mais en tout cas, ça nous montre que ça marche. Quand on veut remettre du sens dans sa vie, quand on veut faire un projet coopératif à un maximum d'individus, et ben, quand on a la volonté de le faire, on y arrive. Donc il n'y a pas de raison que si ça se passe quelque part dans le monde, ça ne puisse pas se passer partout ailleurs, même en Corse. Donc voilà, si vous avez des questions là-dessus, si vous avez besoin de contact, il y a la Fédération des supermarchés coopératifs de France qui se propose aussi de vous faire du suivi, de vous aider à développer tout ça. Nous, on s'est rapprochés d'eux et puis de toute façon, ils sont vraiment dans le partage, hein, tous les porteurs de projets qui lancent des projets de supermarchés coopératifs. Bah, l'idée, c'est aussi de petit à petit proposer des solutions autres que le tout supermarché. Donc voilà, la volonté, il n'y a pas de concurrence ni de compétition dans ce domaine-là. La seule concurrence possible, enfin le seul ennemi, c'est entre guillemets, hein, parce que nous, voilà, on ne veut pas faire la guerre, on n'est pas contre le supermarché, on est pour un autre système de distribution. Donc voilà, plutôt que d'aller leur nuire directement, on préfère construire à côté et puis laisser le choix aux gens sur qu'est-ce qu'ils veulent faire avec l'argent issu de leur travail et comment on peut justement cofinancer ce monde de demain que nous attendons tous et auquel nous avons compris que de toute façon ça passera pas autrement que par cette compréhension, cet état d'esprit collectif, cette évolution mentale de l'ensemble de ces acteurs, c'est-à-dire nous, hein, nous la masse, nous les gens, nous les sans-dents, les gilets jaunes, les personnes qui sont pas politisées mais qui avons envie d'autre chose. Parce que j'entends souvent par rapport à l'abstention, ouais mais moi je me désintéresse de la chose politique, ça m'intéresse pas, etc. Il faut arrêter de confondre les mots aussi, hein. La citoyenneté, c'est extrêmement politique. Quand je fais le choix en tant que maman de faire des couches lavables, d'allaiter mon enfant des années, ou voilà, de faire attention à l'impact qu'il a sur la société, par l'achat de ses jouets, par comment je le nourris, etc. Tout ceci, c'est des questions politiques en fait. La politique, c'est pas mettre un papier dans une boîte tous les 5 ans. Ça n'a rien à voir avec de la politique. Là, justement, on se décharge, on se déresponsabilise et on confie sa voix à quelqu'un d'autre et puis après on s'y intéresse plus et puis on continue
de faire sa vie en consommant, en travaillant tous les jours pour quelque chose qui dessert l'ensemble de la société, par exemple. Hein. Donc voilà, essayez de prendre conscience de tout ce qu'on peut faire nous-mêmes, sans plus attendre, sans avoir besoin de mettre un papier dans l'urne. Au quotidien, avec sa carte bleue, on peut faire quelque chose bien plus impactant qu'avec sa carte d'électeur une fois tous les 2 ans. Alors, quand je parle de carte bleue, hein, c'est pour faire un parallèle avec la carte d'électeur, mais évidemment, si on peut faire un choix en conscience aussi autour de sa banque, de prendre conscience de tout ce à quoi elle participe derrière, parce qu'il y a énormément de projets destructeurs de notre planète financés par nos banques françaises, européennes. Et donc si on continue aussi de nourrir ça, bah forcément on continue de participer au problème. Donc voilà, comme on est 99% des gens et qu'on n'a pas conscience qu'on participe au problème, bah, sa consommation, dès qu'on commence à ouvrir un peu les yeux là-dessus, très très rapidement ça peut faire basculer les choses. Hein. Un bon boycott en pleine conscience et suivi massivement, sachez que c'est 3 semaines. 3 semaines et tu fais plier n'importe quoi. Que ce soit Coca-Cola, une banque, une entreprise du CAC 40, ça tombe en 3 semaines s'il n'y a plus personne qui l'achète. Ça s'est passé, d'ailleurs, hein, je vous invite, je le mettrai aussi dans les commentaires si je me souviens, l'excellent documentaire, je crois que c'est Élise Lucet qui a dû faire. Hein. Des fois, elle a fait des choses très bien, des fois très très pourries, mais donc Élise Lucet avait fait un reportage sur des femmes en Inde qui avaient fait plier Coca-Cola en boycottant l'entreprise et en faisant partir un mouvement qui a été rapidement suivi et qui est devenu international. Et donc Coca, voyant à quel point ça s'était propagé, à quelle vitesse, en 3 semaines, ils avaient à nouveau donné l'accès à l'eau du village de ces femmes. C'est ça qui avait déclenché le boycott. C'est-à-dire que voilà, en s'installant proche d'un village, l'entreprise Coca Company avait empêché l'accès à l'eau de source qu'elle réservait uniquement à son entreprise, avait mis carrément une milice autour de la source pour empêcher les villageois d'accéder. Et le point d'eau suivant était de l'ordre à 30 ou 40 km plus loin. Donc les femmes du village ont commencé à protester, ça a été largement suivi, de plus en plus propagé en Inde, et puis ça a commencé à se diffuser à l'extérieur du pays, et donc rapidement, Coca avait laissé tomber son projet d'entreprise, ou avait laissé l'accès quand même à l'eau aux habitants du village. Donc vous voyez que si on est en conscience, on arrive à tout. On arrive à tout, mais le problème c'est ça. Comment on fait pour faire prendre cette conscience? Donc plusieurs solutions aussi. Donc déjà le bouche à oreille. Voilà. Arrêtons de soutenir ce que nous ne voulons plus. Donc le boycott du plastique et le boycott forcément du coup du supermarché, c'est déjà un grand pas dans ce monde d'après. Après, pour l'instant, tant que nous n'avons pas notre propre réseau de distribution, c'est sûr que ça devient compliqué. Parce que moi, en tant que mère de famille, je me suis mis au zéro déchet à peu près en 2016. Vraiment, sérieusement. Je venais d'avoir ma 3e fille. Donc je lui ai fait les couches lavables, des toutes petites. Je crois qu'on a fait le premier paquet à la naissance de couches. Et après, dès qu'elle a repris un peu de poids, on est passé aux couches lavables tout de suite. Oui, le temps de la mise en place, ça se fait tout simplement, parce que franchement, c'est vraiment pas compliqué à faire, les couches lavables quand on regarde. Et puis quand on voit l'économie que ça crée derrière, et puis le bien-être de ne pas avoir à descendre des énormes poubelles de couches qui puent une fois par jour. Parce que c'est quoi? C'est ça, au début c'est à peu près 8 couches, un bébé par jour, minimum. Donc voilà. Il faut mettre ça en pratique au quotidien. Moi, c'était très facile parce qu'à l'époque, j'avais une machine à laver sèche-linge. Donc, je vous avoue que appuyer sur un bouton, ça ne demande pas beaucoup d'effort. Il suffit après d'avoir son petit sachet. Il y a toujours un petit sachet pour recueillir le maximum des sels et tout ça. Que ça, vous pouvez directement le mettre au compost.
le caca de bébé allaité, je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est le meilleur engrais naturel qui puisse exister pour aussi le potager. Il y a tout un monsieur qui s'appelle Gunther Pauli qui a fait sa première entreprise sur justement l'engrais issu de caca de bébé à l'été, en récupérant justement les couches lavables. Et il a proposé aux mamans, c'est un Allemand, il a proposé aux mamans allemandes allaitantes de leur distribuer gratuitement des couches lavables. La seule contrepartie, c'était de ramener la couche souillée à l'usine de traitement pour pouvoir récupérer justement toutes ces selles. Et comme ça, l'échange se faisait de couches lavables gratuites à disposition. Donc oui, ça existe plein de choses comme ça parce que derrière, ben, il a revendu donc l'engrais miracle issu des couches lavables et ça lui a permis de faire fortune. Après, il a été dans Gunther Pauli, il a été dans plein de développements comme ça d'entreprises. Il a écrit l'économie bleue. Je vous invite à regarder un peu ses conférences. Vous avez pas mal de trucs. Là, je suis en plein développement économique et plus du tout dans l'alimentation. Mais voilà, c'est pour vous montrer comme quoi la consommation peut aussi nous permettre de développer de la richesse, des emplois et de faire des cercles vertueux grâce à des gens ingénieux, à des développeurs, des porteurs de projets, des gens qui ont l'esprit d'entreprise et qui veulent repenser la façon de faire du business tout en étant dans des valeurs plus éthiques, plus responsables. Bon, il n'y a pas beaucoup de commentaires, hein. Je suis désolée, Eve et Hervé, merci de commenter, mais il faut que je me débrouille un peu toute seule pour gérer ce live. N'hésitez pas à monter, à me proposer d'échanger avec moi, poser des questions, partager le live bien sûr. Il nous reste un quart d'heure, après je vais vous laisser. Donc au niveau de ce que nous mettons en place, je vous invite aussi à rentrer en contact avec moi, avec nous, nous faire part éventuellement de ce que vous pourriez, comment vous pourriez nous aider à développer ça. On va reprendre les réunions régulièrement. Je ne sais pas si j'en fais une ce soir ou demain, mais c'est vrai que voilà. Ce que j'attends aussi, c'est que les gens soient mobilisés parce que c'est bien beau de créer la réunion, mais si on est deux et qu'à chaque fois on répète les mêmes choses, c'est pas forcément intéressant. Alors je sais très bien que on est tellement en train de courir, on a tellement fait des réunions qui n'ont servi à rien que maintenant mobiliser les gens autour de ces sujets-là, ça devient quand même difficile. Mais en même temps, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que on est tellement préoccupé par l'avenir qu'on est un peu en état de sidération tous. Tous les jours, ce flot d'informations opaques qui nous tape sur le système, ça nous empêche aussi d'aller s'investir dans des choses qui pourraient être émancipateurs. Voilà. Ah, il y a Mado qui nous dit « Moi je conduis, c'est compliqué de commenter, mais je suis là. » Merci Mado, c'est gentil. Ben voilà, c'est bien que vous puissiez faire autre chose tout en suivant ce petit live parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps, trop de temps aussi sur ces réseaux. C'est très chronophage. Et puis ça participe pour beaucoup, pas tous heureusement, mais ça participe à tout ce qui génère notre anxiété, quoi. Parce que pour une information positive, 1 heure de live que vous allez avoir avec un maximum de solutions, des projets tournés vers l'empathie et tournés vers les autres et de ce que nous pouvons faire, et combien de lives hyper anxiogènes qui nous rappellent la situation catastrophique du monde et qu'il n'y a pas de solution et qu'on va directement tous droit dans le mur. C'est bien qu'il y ait des lanceurs d'alerte, mais je veux dire, pour une personne, que ça va peut-être motiver à faire autre chose. Combien de personnes ça va définitivement faire déprimer et rendre inaccessible pour ce changement de paradigme, quoi. Parce que le nombre de gens qui me disent mais de toute façon c'est foutu, il n'y a plus rien à faire, l'humain il est comme ci, comme ça, après moi le déluge après. Voilà. On va dire pour une personne que ça va motiver et qui va se mettre en action et chercher des solutions, il y en a peut-être 99 qui vont
continuer de manger des chips en regardant Hanouna le soir en se disant de toute façon c'est foutu. Donc en attendant, je vais essayer d'accumuler un maximum de biens, de pouvoir voyager, de pouvoir consommer comme s'il y avait 5 planètes sans se poser de questions. Moi je vous demande vraiment d'essayer de faire la part des choses là-dedans entre l'information qui redonne du sens et qui permet de se bouger, hein, parce que il y a de plus en plus de gens qui sont mobilisés aussi autour de ces sujets-là. Vous avez XR par exemple. Moi je me demande, hein, si on fait le bilan de mouvements comme Extinction Rébellion, combien de personnes ça aide à changer globalement le comportement, de combien de personnes ça déprime et ça freine justement vers ce changement de paradigme, quoi. Donc voilà, il faudrait vraiment se poser la question. Et puis voilà, derrière, qui finance tous ces mouvements-là? Quels sont leurs intérêts? Est-ce que c'est vraiment nous permettre d'accéder à autre chose, ou est-ce que c'est juste nous maintenir justement dans cet état d'impuissance et de désespoir? Bonjour Michael, j'espère que tu vas bien. Ça fait quelque temps qu'on ne s'est pas eu, ce serait bien qu'on se passe un petit moment au téléphone parce que j'ai de bonnes nouvelles au niveau de ce qui nous touche là. On est en train de se mettre en lien aux quatre coins de la France avec des personnes qui veulent vraiment construire une démarche justement collective. On est de plus en plus fort aussi, je fais une petite aparté là-dessus, sur les parents victimes de l'aide sociale à l'enfance. C'est pas le sujet du jour, mais en tout cas, il y a de très bonnes nouvelles, Michael et Hervé et tout le monde. Donc voilà, des personnes qui me contactent, qui rejoignent, qui nous mettent en lien aussi avec leur propre réseau, parce qu'il y a beaucoup de gens qui agissent là-dessus depuis un moment. Donc voilà, c'est un peu la rencontre de tous les continents là, au niveau des réseaux de parents victimes de l'aide sociale à l'enfance, et il y a un tas d'activités là qui sont en train de se mettre en place. Je vous en parlerai dans un live dédié à ça, mais on n'est pas prêt de chômer aussi dans ce domaine-là, et ce qui se dessine pour 2021-2022 et en tout cas me donne beaucoup d'espoir. Voilà. Je sais que c'est pas gagné encore, mais vis-à-vis de ce qui est en train de se créer, je crois qu'il y en a plus pour très longtemps à être dans le tabou et dans le fait que ces gens se croient en toute impunité, en capacité de détruire des vies comme ça sans avoir de compte à rendre. Alors Frédéric Tellier, écoute, oui, bonjour, ça va et toi? Hein, on essaye de terminer ce live avec un petit peu de participation, ce serait cool. Il nous reste 9 minutes avant que je m'en aille. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit, si vous voulez que je vous mette en lien certaines choses dont j'ai parlé aussi, rappelez-le moi. D'ailleurs, il faut que je mette les liens dans le live d'hier, je crois que je ne l'ai pas fait. Bon. Si quelqu'un veut s'en charger aussi, il n'y a pas de souci, hein, parce que bouge ta citoyenneté, c'est pas bouge ta Céline, hein. C'est bouge ta citoyenneté, ça nous concerne tous et c'est à tous d'essayer de se mobiliser pour faire de ce média un média participatif. Vous l'aurez compris, moi je suis très dans le partage et le fait de faire des choses en collectif, parce que pour moi ce qui pose problème en premier lieu, c'est le fait qu'on nous ait contraints à cette société individualiste. Et de toute l'histoire de l'humanité, on voit bien que les sociétés qui s'en sortent le plus en cas de pépin, ce sont les sociétés liées avec des fortes communautés, quoi. Si on est toute une famille intergénérationnelle, etc., on est beaucoup moins vulnérable qu'une famille monoparentale. On le voit bien, quoi. Enfin, l'intérêt aussi de tout cet ultralibéralisme, ça a été de péter le plus possible le modèle familial, hein, traditionnel. Je dis pas que voilà, je suis pas réac dans le sens où voilà, faudrait vivre comme des mormons ou de je sais pas quoi, mais entre un modèle traditionnel et un modèle poussé à l'extrême où on est tous désunis les uns les autres, voilà, je suis pas manichéen, c'est pas tout blanc ou tout noir, et je pense que si on est par exemple, rien ne nous empêche de vivre en communauté entre parents, entre familles monoparentales. On peut réussir à trouver comme ça des contre-pieds entre la société actuelle
et la société traditionnelle. Hein. Si on arrive à faire des éco-villages voilà, de familles monoparentales, comment on dit ça, biparentales, enfin de familles classiques, etc., on arrive aussi à se serrer les coudes. Et puis on peut intégrer aussi un maximum de personnes âgées. Hein, c'est ce qu'ils font dans le village de Pourgues et dans d'autres éco-villages comme ça. Ils intègrent à peu près un tiers de personnes âgées parce que ben voilà, pour les maintenir le plus longtemps possible à domicile, pour participer aussi bien à la production interne du village que à l'école basée aussi dans le village, hein, les écoles démocratiques. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'exemples à partager. Je vous invite encore à regarder d'excellents documentaires En Liberté, le village démocratique de Pourgues. On pourrait d'ailleurs, je crois que je vous ai déjà mis la bande-annonce de ce documentaire, mais bon, c'est un peu du rabâchage hein, ce que je fais, donc si vous voulez je peux vous la remettre, mais sinon je vous la mettrai en lien, vous regarderez quand vous aurez le temps. Quoi dire en 6 minutes aussi, donc oui, je vais rejouer aussi normalement, si tout va bien, j'arrive à partir sur le continent là, donc je vais aller jouer mon petit spectacle du côté de Valence, pas loin, début juillet. Je sais pas encore, pour l'instant je suis un peu au jour le jour, mais normalement ça va se faire. Et voilà, c'est un spectacle justement tourné vers les solutions, qui nous montre comment on peut réussir comme ça à redonner du sens à nos vies. Donc ma première conférence gesticulée s'appelle Bouge ta Corse en 2 heures. Donc 2 heures de spectacle humoristique justement où je fais part de toutes ces solutions-là. Hein. Vous l'aurez compris, toujours les mêmes 5 piliers. Autonomie alimentaire, autonomie énergétique, économie sociale, solidaire, écologique, démocratie directe, hein. Rien à voir avec la démocratie représentative ou participative. Voilà, cause toujours, ça m'intéresse. Et le dernier, tout petit, c'est l'éducation. Voilà, aussi bien l'instruction libre des enfants, comment faire des écoles autogérées, autonomes, ou des écoles démocratiques, comment valoriser aussi l'IEF, histoire de ne pas se retrouver tout seul là-dedans. Il y a beaucoup de sujets à faire, il y a beaucoup d'associations et de porteurs de projets à mettre en avant, parce que les idées sont là, elles attendent que à pouvoir s'épanouir, et ce qui manque pour que ces idées puissent vraiment s'épanouir et faire leurs preuves, c'est un maximum de monde, c'est votre soutien à tous, et là-dessus on est tous responsables, on a tous notre part à faire. Donc moi je n'arrive plus, même si je le fais encore, je n'arrive plus à pousser un caddie sans avoir cette espèce d'angoisse en moi de me dire mais qu'est-ce que je fous encore là-dedans, dans un endroit avec des néons, sans fenêtre, avec des millions d'informations qui me polluent en permanence, aussi bien visuellement, avec toutes ces marques, tous ces prix, toute cette musique aussi qui t'entraîne dans une consommation effrénée, hein, parce que tout ceci est bien pensé par la pub, etc. Hein, les neuroscientifiques sont régulièrement amenés à travailler avec l'agro-industrie pour nous faire acheter sans le savoir tous leurs produits, hein, les jingles publicitaires, etc. C'est calculé, ils dépensent des millions hein, là-dedans, hein, et tout est fait pour nous toucher l'émotionnel, pour nous faire acheter, alors qu'on croit qu'on a du libre arbitre quand on achète, et bon, au final on n'a aucun libre arbitre parce que tout ceci nous dépasse complètement. On ne se rend pas compte à quel point notre cerveau est utilisé par ces gens à nos dépens. Ils connaissent mieux notre cerveau que nous ne le connaissons nous-mêmes. Ils arrivent vraiment à influencer nos choix d'une manière dont on ne se rend absolument pas compte. Pour illustrer ça, il y a un documentaire qui s'appelle... Ah non, vous regardez Télé Lobotomie. C'est une conférence ou un livre comme de Michel Desmuriez, il me semble. Donc neuroscientifique justement, mais du bon côté de la barrière justement, qui explique comment ses collègues sont régulièrement sollicités par les agences publicitaires et l'agro-industrie pour justement nous donner l'illusion du choix et nous faire aller directement vers cette consommation. Et donc c'est vrai que faut arrêter de dire les gens ils sont ceci, les gens ils sont cela.
En fait, les gens, c'est nous. Et puis les gens, on est complètement à la merci de tout ce monde-là qui nous donne l'illusion d'une liberté, mais qui derrière calcule vraiment pour qu'on en ait le minimum et qu'on fasse exactement ce qu'ils veulent. C'est-à-dire continuer de consommer sans se poser de questions, continuer de partir en vacances et d'accepter tout ce qu'ils nous imposent. Hein. Le masque, pas le masque, le vaccin, pas le vaccin, assis, couché, debout, donne la patte, donne l'autre pas patte. Et nous, on obéit avec l'impression qu'on agit un peu sur les choses, que voilà, si on veut, on est en liberté, on peut aller faire une manifestation, on peut signer une pétition. Voilà, nous on a très très bien compris, je pense que tout ceci était obsolète, que depuis le temps qu'on fait des pétitions, si ça servait vraiment à quelque chose, je pense que depuis longtemps on n'aurait pas perdu autant nos droits. Donc c'est pas pour autant qu'il faut arrêter le système de la pétition, hein. Moi aussi je participe à des pétitions régulièrement, mais si on fait que ça, c'est mort en fait. Il faut faire ça, plus plein de petites choses qui fait que ça peut marcher. Parce que si une pétition, il n'y a qu'une seule personne qui la distribue, ça sert à rien. Si demain il y a une pétition où chacun d'entre nous se sort une feuille de photocopie et puis passe sa journée à essayer de faire remplir cette feuille et de la faire diffuser à droite et à gauche, là pourquoi pas. C'est sûr que ça fait du poids. Mais voilà, 10 ou 100 000 personnes... Surtout si ça s'arrête à une pétition et qu'il n'y a pas d'autres actions derrière qui mettent en place un vrai lobbying citoyen. Il faut regarder, hein, par exemple, au niveau des mobilisations, vous voyez bien que dès qu'il y a, par exemple, les dockers ou les chauffeurs routiers qui s'y mettent, là, on arrive très très rapidement à obtenir des choses. Parce que c'est là où ça fait mal, hein. C'est là où ça tape au portefeuille, c'est là où ça affaiblit tout ça. Donc c'est vrai que si on arrive à s'organiser comme des corps de métier qui, eux, ont du répondant, par exemple les agriculteurs, c'est pareil, hein. Ils s'organisent, ils vous arrivent devant une mairie, devant un ministère ou je sais plus quoi. Je sais pas si vous vous souvenez d'ailleurs de ça, on va terminer sur une note rigolote parce qu'il est 30. Mais faudrait que j'arrive à la retrouver, je sais pas si je vais y arriver en 2 minutes, mais... Vous aviez donc des tracteurs et une mobilisation d'agriculteurs. Et eux, carrément, ils avaient... je sais plus où c'était. Je crois bien que c'était en France. Hein. Ils étaient arrivés devant un grand bâtiment. Je sais plus si c'était la FNSEA ou le ministère de l'Agriculture ou le Sénat ou n'importe quel truc important, en tout cas à Paris. Ils étaient arrivés avec un espèce de jet propulsé. Alors je sais plus si c'était une lance à incendie ou je ne sais pas ce que c'était. Mais en tout cas ils avaient fait un jet de purin et de merde qui avait pété une vitre et qui avait complètement rempli un des bureaux du bâtiment. Et c'est vrai que c'est sale, hein. C'est sale, ça peut paraître un peu violent. Mais alors quel bonheur aussi de voir de temps en temps un retour à l'envoyeur du peuple, tu vois, parce qu'avec leurs décisions, c'est vrai que ils mettent plein de merde dans nos vies, tu vois. Alors quand vous avez un syndicat agricole, bien souvent c'est la Confédération paysanne hein, qui organise des trucs comme ça, ou il y en a d'autres. Hein. Mais quand ils arrivent à faire autant de ramdam, les gens, en se concertant et en bonne intelligence, ça fait plaisir, quoi. Donc oui, salut Nini. Oui, je vais bien. Écoute, ce matin, je vais partir me ressourcer un peu, je pense, jusqu'à demain, dans un petit lieu de paradis. Donc je vais vous faire suivre ça. Il est 8h32, je vais vous laisser. Mais voilà, vers 10h, 10h30, je reprends un nouveau live pour vous montrer un petit peu ma traversée à bord d'un super petit bateau pour aller me caler, en espérant que ça capte là-bas, parce que ça c'est pas dit. Je vais essayer de venir avec un petit truc pour essayer de capter le réseau, mais si vous n'avez pas de nouvelles de moi pendant 2 jours, sachez que voilà, je suis dans un endroit perdu en Corse où il n'y a pas forcément de réseau, mais on verra. Je vais essayer de tenter le coup. Il m'a appelé de là-bas, donc il devrait y avoir quand même un peu de réseau, je pense. Bon, bref, donc voilà, pour ce matin, c'est fini le café live de la transition. N'hésitez pas donc à partager
à me demander de revenir voilà, pour développer éventuellement des solutions dont vous avez entendu parler et que vous aimeriez pouvoir revenir. N'hésitez pas à monter dans les lives. Moi, je me sens un petit peu seule, même si quelques-uns participent. Moi, j'aime bien aussi avoir un maximum d'interaction. C'est ça aussi le café live de la transition. Et donc, voilà, je vais aller me préparer, me mettre un coup d'eau, reboire un café. À 9h, je pars. Et à 10h, on se retrouve directement sur place. Allez, je vous fais des bises. À plus tard. Ciao les amis. Bonne journée. Et ne traînez pas trop sur les réseaux. Un gros bisou. Sans vouloir vous donner d'injonction. Hein. Voilà. Essayez de mettre en place le plus vite possible toutes ces petites solutions pour votre famille, pour votre ville, pour votre région. Et surtout, voilà, fuyez un peu les réseaux sociaux et passez-y un minimum de temps. Voilà. T'inquiète, tu n'es pas seul. Merci Laurent, tu me donnes un, un petit commentaire de fin très sympa pour moi aussi me redonner un maximum d'énergie pour la suite. À toutes les amis, force, speranza et liberté.